Donc bonjour à tous, on est très heureux de vous voir nombreux avec nous aujourd'hui. Il y a plusieurs journées d'information dans le cadre de Septembre Rouge qui représente les maladies hématologiques qu'on organise avec le service et avec le fonds Ariane qui soutient la recherche dans notre institution. Et donc aujourd'hui, c'est l'équipe qui s'occupe des pathologies du plasmocyte et donc du myélome multiple qui vous accueille. Et donc je suis ici avec mes collègues, le docteur à ma gauche Ornella Rizzo, que vous connaissez peut-être, le docteur Marie Berkreuzen et le docteur Julie Dallemagne. Et voilà, et moi-même, Nathalie Meuleman, et on est tous très heureux de vous voir aujourd'hui. Et on a choisi, je vais vous expliquer, moi je fais une brève introduction, puis je vais laisser mes collègues parler, mais on a choisi un titre un petit peu peut-être provocateur, mais pas tant que ça, qui est effectivement myélome multiple, guérison à l'horizon. Et je vais vous faire une brève introduction, et puis je laisserai la place à mes collaborateurs. Et donc, après l'introduction, on va vous parler des différents traitements aujourd'hui, entre autres ce qu'on vous propose aujourd'hui comme première ligne de traitement et les nouveautés. Il y aura également une petite pause café à un moment où il y aura un petit quelque chose à manger si vous avez besoin de vous relaxer, et surtout ce sera le moment de discuter, de poser des questions également. Et puis le docteur Rizzo va parler des anticorps bispécifiques, un nouveau type d'immunothérapie, et le docteur Verkreuzen va parler encore un nouveau type d'immunothérapie, les CAR T-cells, et c'est le docteur Dallemagne qui parlera des traitements de première ligne. Alors, pourquoi est-ce on se dit qu'on peut parler de guérison aujourd'hui? Ben, ça, vous allez l'entendre dans les prochaines présentations qui vont venir. Et donc, effectivement, les traitements se modifient. Les traitements de première ligne se modifient, les traitements de rechute se modifient. Et on va vous montrer pendant cette présentation des résultats assez spectaculaires. Et pour que vous puissiez aussi comprendre, parce qu'on sait que nous, en tant qu'hématologues, on parle parfois une langue qui n'est pas toujours compréhensible des patients, et on a tendance à utiliser des termes qui sont parfois pas toujours faciles à saisir quand on n'est pas dans le monde scientifique ou dans le monde médical. Et donc, avant de commencer ces présentations, je vais vous expliquer certains concepts. Alors, quand on parle de survie sans progression, de possible guérison, on va analyser des données qui viennent de la littérature et on va vous montrer des courbes. Alors dans ces courbes, on va parler par exemple de PFS, ce qui est la progression free survival en anglais, ou la survie sans progression. Et donc en fait, la PFS, c'est par exemple, si vous prenez, on va vous parler tout à l'heure d'une étude, je ne vais pas dévoiler les résultats, en tout cas parler maintenant de cette étude, mais par exemple, ici, la survie sans progression, on va vous présenter les résultats de cette étude à 48 mois. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire la survie sans progression? Ici, vous avez tous les patients au départ, et chaque fois qu'il y a une petite barre, c'est un patient qui rechute. Et par exemple, dans cette étude-ci, qui comparait deux traitements différents dont on va vous parler tout à l'heure, à 48 mois, on a 84% dans un des bras des patients qui n'ont pas encore rechuté, qui sont toujours en vie, tandis que dans l'autre bras, on a 62%. Donc la survie sans progression, en fait, c'est le nombre de patients qui sont encore en vie sans avoir rechuté à un certain moment, et on va vous en parler tout à l'heure pour différentes études. Alors on vous parle aussi de la survie moyenne sans progression, la médiane progression free survival, et ça c'est c'est le temps auquel la moitié des patients a rechuté. Et donc en fait ici on estime ici pour cette étude, ça c'est une projection, que le temps médian de survie sans progression sera aux alentours de 17 ans. Ça veut dire qu'à 17 ans, la moitié des patients auront rechuté, l'autre moitié des patients seront encore en vie sans avoir rechuté. On va vous parler également
de survie. Alors la survie, il y a la survie sans progression, où là ce sont tous les patients qui n'ont pas rechuté, qui sont encore en vie. Et la survie globale, ben, ça tient compte en fait des patients qui sont toujours en vie, peu importe le fait qu'ils aient rechuté ou qu'ils n'aient pas rechuté. Et donc on reprend ces mêmes courbes en fait. Et au début, vous voyez, tous les patients sont ici en vie au moment du diagnostic. Et puis il y a certains patients qui vont décéder. Ceci, c'est une étude un petit peu plus ancienne à laquelle certains d'entre vous ont participé. C'est l'étude Cassiopeia dans laquelle on comparait un traitement avant l'autogreffe classique avec du Velcade, du thalidomide, dexaméthasone en ancien traitement classique auquel on rajoutait de l'immunothérapie, les anticorps anti-CD38. Et on a vu avec le temps, avec un follow-up beaucoup plus long, ici il a fallu 6 ans pour voir la différence en survie. C'est aussi donc les études, en fait, pour pouvoir voir une différence en survie, un bénéfice en survie, il faut qu'on ait un long suivi, parce qu'il faut qu'on puisse avoir un certain nombre d'événements pour pouvoir voir la différence. Et avec un long suivi, on peut voir effectivement que nos nouveaux traitements font mieux que les anciens traitements. Et je vous ai mis ici, par exemple, il y a 20 ans, quand moi j'étais jeune hématologue, ce qu'on avait comme survie pour vous montrer comme les choses ont changé. Ça, c'est une ancienne étude de l'intergroupe francophone du myélome où on comparait une greffe versus 2 autogreffes et on avait encore de la chimiothérapie, la vieille chimiothérapie en induction. Et à ce moment-là, si vous prenez la moyenne de survie, c'est-à-dire le nombre de patients qui étaient en vie, le temps auquel la moitié des patients étaient encore en vie, ben en fait, on était à 48 mois, alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup au-dessus de ça. Et aujourd'hui, on est même vraiment au-dessus de ça pour la survie sans progression, c'est-à-dire le temps que les patients restent en rémission sans que la maladie soit en rechute. Et donc ça, c'est le type de courbe que vous allez voir pendant la présentation. Et donc vous pouvez voir effectivement qu'on fait d'énormes progrès dans le myélome multiple et vous allez voir qu'on en fait encore beaucoup d'autres, même par rapport à l'avant-dernière étude de l'IFM, qui est l'étude Cassiopeia. Alors, pour parler de guérison, on va également vous parler d'un concept qui est la maladie résiduelle. Alors, c'est quoi la maladie résiduelle? Mais on va d'abord commencer par voir comment on évalue la maladie au moment du diagnostic. Au moment du diagnostic, on présente souvent cette image d'iceberg pour évoquer ce que c'est la maladie résiduelle. Au moment du diagnostic, en fait, on a des milliards de cellules qui fabriquent des anticorps, souvent des anticorps qu'on appelle la chaîne lourde, qu'on voit au niveau de l'électrophorèse avec ce pic monoclonal, parfois des anticorps à chaîne légère qu'on ne peut doser que dans la prise de sang. Et quand on fait une ponction de moelle, on voit beaucoup de cellules, de plasmocytes qui sont dits monoclonaux, donc qui sont des plasmocytes liés à la maladie. Et donc on a vraiment une grosse charge liée à la maladie. Et puis on va débuter le traitement. Et quand on va débuter le traitement, on va effectivement espérer avoir la diminution la plus profonde de la maladie. Dans un premier temps, on va avoir ce qu'on appelle une rémission partielle. Ça veut dire qu'en fait, quand on regarde dans votre prise de sang, soit le pic monoclonal, soit le dosage des chaînes légères de la prise de sang, donc ceci qui est le paramètre de la maladie, hein, qui est l'anticorps qui est sécrété par les cellules plasmocytaires qui sont atteintes par le myélome, qui sont celles du myélome multiple, eh bien, on va avoir une diminution d'au moins 50% de ce pic monoclonal. Évidemment, on n'est pas content avec ça, on peut espérer avoir mieux, et donc on peut avoir après ce qu'on appelle une excellente rémission partielle, et donc là on a encore une diminution effectivement de la charge en cellules malades et du pic monoclonal. On aura une diminution du pic monoclonal de 90%. Et puis les patients peuvent présenter, et c'est ce qu'on espère pour tous les patients, ce qu'on appelle une rémission complète. C'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout le pic monoclonal, et également avec des tests plus fins qu'on appelle l'immunofixation, on voit même plus de traces dans la prise de sang de ces anticorps qui sont anormaux. Et dans la moelle, on ne voit plus de cellules anormales, on peut encore voir quelques pourcentages de cellules, mais de plasmocytes sains, mais plus de plasmocytes qu'on dit monoclonaux. Et donc le patient est considéré en rémission complète. Or, on sait qu'en rémission complète, il peut
rester encore des cellules qu'on ne détecte pas, parce qu'en fait, quand vous faites une ponction de moelle, vous voyez quelques pourcents des cellules, et donc vous ne voyez pas toutes les cellules, et on sait qu'il y a des cellules qui peuvent se cacher dans la niche des os et qui peuvent rester à cet endroit-là. Et donc on a détecté des techniques beaucoup plus puissantes qui permettent de détecter ce qu'on appelle la maladie résiduelle, c'est-à-dire un très très faible nombre de cellules. Il y a 2 techniques différentes. Une, on utilise ce qu'on appelle la cytométrie de flux. On va voir des anticorps qui vont se fixer à la surface des plasmocytes et qui vont nous permettre de détecter une cellule sur 100 000, mais on peut également avoir des techniques par séquençage génétique qui nous permettent de détecter une cellule sur 1 million. Et c'est vraiment chez les patients qui ont une maladie résiduelle négative, qu'on obtient souvent avec des traitements plus puissants au moment du diagnostic, mais vous allez le voir aujourd'hui aussi, parfois, pas seulement au moment du diagnostic, mais aussi en rechute avec les nouveaux traitements, ce qui est quelque chose de tout à fait nouveau. Avant, il y a quelques années, on pouvait espérer avoir des rémissions complètes, des maladies résiduelles au moment du diagnostic avec les traitements les plus puissants. Aujourd'hui, les traitements de la rechute aussi permettent de nous donner parfois des rémissions complètes et des maladies résiduelles négatives. Et donc, pour parler de guérison, donc on commence à oser parler de guérison dans le futur. On sait qu'aujourd'hui, le myélome multiple est toujours défini comme une maladie qu'on ne sait pas guérir, mais on pense, et on va vous l'expliquer aujourd'hui, qu'avec les nouvelles thérapies qui arrivent en rechute précoce ou au moment du diagnostic, les nouveaux traitements qu'on va mettre, on va pouvoir avoir des patients qui vont être en maladie résiduelle négative, donc avec plus de cellules détectables, même si on recherche une cellule sur 1 million, mais surtout que ces patients vont rester avec ce qu'on appelle une maladie résiduelle en anglais sustain, donc une maladie résiduelle qui va se prolonger et qui va rester au cours du temps. Et donc la semaine dernière, on avait un congrès à Toronto, au Canada, où on essayait de définir, en tout cas les experts essayaient de proposer une définition de ce que pourrait être la guérison avec ces nouveaux traitements du myélome multiple. Et la définition proposée, entre autres, c'est que les patients doivent rester pendant 5 ans avec une maladie résiduelle négative, et les patients qui restent pendant 5 ans avec une maladie résiduelle négative, donc avec l'absence même de une cellule sur un nombre énorme de cellules normales détectables, pourront être considérés comme potentiellement guéris. Donc ça, c'est le futur tout proche dans le myélome multiple, et donc mes collègues vont vous présenter maintenant comment on peut arriver à ces projets et aujourd'hui à commencer à oser parler de guérison dans cette maladie pour le futur, ce qu'on essayait, ce qu'on n'osait pas faire jusqu'à présent. Alors, je ne sais pas s'il y a... bon, évidemment, toutes les données vont arriver maintenant, donc il n'y a peut-être pas des questions actuellement, mais je ne sais pas si le concept de la maladie résiduelle, des courbes qu'on va vous présenter en survie ou en survie sans progression, c'est plus ou moins clair pour vous maintenant, ou est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Autrement, peut-être qu'on peut enchaîner. Je pense que les questions viendront plus avec les présentations sur les nouveaux traitements, et je laisse la parole au docteur d'Allemagne qui va vous présenter les nouvelles thérapies en première ligne.